Pourquoi est-ce que ce logo, le logo de la justice, est une balance? Vraiment, essayez de répondre à cette question dans votre tête. En fait, il faut comprendre que chaque société, à travers le temps et selon sa géographie, a sa propre définition et ses propres codes juridiques. Aujourd'hui, la justice telle qu'on la connaît, les tribunaux, les magistrats, les codes, qu'ils soient civils ou pénals, prennent énormément de place dans le sens où aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, quand il nous arrive quelque chose, on va avoir le réflexe de porter plainte, ce qui n'a pas toujours été le cas. Si on remonte il y a 600 ans, quand un enfant se faisait voler un objet précieux, eh bien, le père de famille allait punir le malfrat, lui donner une correction, plutôt que de recourir à l'instance de son époque. Et même si aujourd'hui, il arrive encore que certaines personnes se fassent justice par elles-mêmes, eh bien, ça reste des cas vraiment minoritaires, même marginaux, alors que la majorité des citoyens en France font confiance aux instances juridiques, même si on sait bien qu'elles ne sont pas parfaites. Si vous voulez un exemple pratique pour votre bac, un exemple que vous pourrez donner autant en commentaire qu'en dissertation, pour prouver que notre rapport à la justice a beaucoup évolué, eh bien vous pouvez vous appuyer sur des textes religieux. En effet, il est permis au bac non seulement de citer des philosophes, mais aussi de citer des textes sacrés tant qu'ils sont au service de votre réflexion. Si nous prenons par exemple le cas de la Bible, eh bien dans la Bible il y a le Nouveau Testament, celui qui est le plus récent, et l'Ancien Testament, celui qui va nous intéresser pour le thème de la justice. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Ça signifie que si tu me voles quelque chose, eh bien je te vole une autre chose. Si tu me frappes, je te tue. Et forcément, on arrive à une escalade des tensions, ce qu'on appelle une vendetta quand c'est entre familles, c'est-à-dire que une personne va venger une personne de sa famille en attaquant la famille de quelqu'un d'autre, mais du coup, quelqu'un d'autre dans la famille va venger cette personne qui a été attaquée. Et finalement, on ne s'en sort plus. Et en effet, en tant qu'être humain, on a forcément des émotions qui nous poussent à nous venger nous-mêmes. Surtout quand ça touche à un proche. On n'a pas forcément envie d'attendre des mois, voire des années avant que la justice fasse un procès, si procès il y a. Et même si procès il y a, eh bien, notre agresseur peut s'en sortir sans rien. Et ça, c'est un point de vue qu'on peut défendre dans une copie de philo. Mais il ne faut pas oublier de nuancer et justement parler de cette loi du talion, sauf que si on applique cette loi, eh bien on rentre dans une spirale infernale. C'est pour ça que théoriquement, les institutions juridiques existent. Et si on revient à ma question du début, je ne l'ai pas oublié, pourquoi est-ce que le symbole de la justice, c'est une balance? Eh bien parce que la balance va représenter l'équilibre. En théorie, la justice va proposer une peine équilibrée. Équilibrée par rapport à quoi? En fait, on va chercher une équivalence entre d'un côté les délits ou même les crimes de l'accusé et de l'autre côté les peines, la punition qui sera prononcée contre l'accusé. En gros, on cherche une équivalence entre le mal qui a été fait et la punition qu'on va donner à celui qui a fait le mal. Évidemment, c'est un objectif théorique et parfois on ne peut pas trouver cet équilibre. Ce qui est intéressant aussi à savoir pour le bac de philo, c'est que en France, le symbole de la justice donc est une balance mais qui est tenue par une femme qui a les yeux bandés. Les yeux bandés étant un symbole de sagesse. Il faut savoir, et on y reviendra plus tard dans cette vidéo, que la sagesse est très souvent assimilée à la justice. Mais plus que ça, le symbole de cette femme qui a les yeux bandés va représenter l'objectivité. En effet, ce qui est intéressant quand notre cas est jugé par quelqu'un d'extérieur, c'est que cette personne n'est pas censée avoir des biais, des émotions, puisqu'elle ne nous connaît pas et elle ne connaît pas notre agresseur. On dit qu'elle n'a pas de parti pris. Et en effet, pour rendre la décision la plus juste possible, il faut de l'objectivité, il ne faut pas du parti pris. Imaginons que j'agresse quelqu'un et que ce soit un de mes parents qui juge l'affaire. Évidemment qu'il aura un parti pris. Donc la femme aux yeux bandés représente vraiment l'objectivité des faits. Le fait que la justice va trancher froidement. Un autre symbole de justice dont vous pouvez parler au bac de philo, alors ce n'est pas un logo, un symbole à proprement parler, mais c'est une personne qu'on retrouve également dans l'Ancien Testament, c'est le roi Salomon, un roi d'Israël qui, selon les textes, quand il sera arrivé au pouvoir, eh bien, aurait adressé une prière à Dieu, comme le faisaient tous les rois à l'époque, et d'habitude, les rois allaient demander des richesses, des femmes, beaucoup plus de pouvoir. Et Salomon, lui, va demander la sagesse. Il va demander à Dieu
de l'aiguiller pour gouverner le plus sagement et avec le plus de justice son peuple. Et du coup, Dieu va lui dire, puisque tu m'as demandé cette requête, eh bien non seulement tu auras la sagesse, mais je te donne aussi la richesse, le pouvoir. Et bien plus tard, durant son règne, Salomon va avoir affaire à une histoire particulière. Il rend la justice dans son palais, donc des personnes viennent le voir, exposent les faits et lui, il tranche. Et à un moment, arrivent dans la pièce 2 femmes. Et ces 2 femmes prétendent être la mère d'un même enfant. Chacune accuse l'autre de lui avoir volé son bébé et il n'y a aucun moyen de savoir. Salomon va alors avoir une idée brillante. Il va ordonner à ses gardes de couper le fameux bébé en 2. Et comme ça, il donnera une partie à la première femme et l'autre partie du bébé à la seconde femme. Alors, il y a une première femme qui dit « Eh bien, mon roi, vous avez rendu la justice » et la seconde s'empresse de se jeter aux pieds de Salomon et de lui dire qu'elle a menti, que ce n'est pas elle la mère de l'enfant et qu'on donne le bébé à l'autre femme. C'est alors que Salomon sait que cette femme qui s'est jetée à ses pieds en disant qu'elle n'est pas la mère de l'enfant est véritablement la mère de cet enfant, car aucune mère ne préférerait que son bébé soit tranché en 2 plutôt que de le donner à une autre femme. C'est comme ça que Salomon arrive à trouver la vérité, à rendre la justice. C'est grâce à sa sagesse. Sagesse qui lui a été conférée par Dieu. Cette histoire est assez difficile à manipuler justement pour gagner des points. Donc si ça vous intéresse, nous avons fait une prépa privée. Si vous voulez travailler avec nous, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien en description pour découvrir la prépa et peut-être nous rejoindre. Avant ça, je voudrais vous parler d'un philosophe incontournable sur le thème de la justice. Vous ne pouvez pas quitter cette vidéo avant d'en avoir entendu parler, c'est Thomas Hobbes. Dans son livre Le Léviathan, ce philosophe imagine une métaphore, une sorte de monstre, de monarque puissant qui ferait tellement peur aux populations qu'elles arrêteraient de se faire la guerre de tous contre tous. En gros, pour Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, selon sa fameuse citation. Ça signifie que s'il n'y a pas de pouvoir puissant qui nous empêche de faire le mal, nous allons faire le mal à notre prochain. S'il n'y a pas de pouvoir fort qui nous fait peur et qui nous en empêche, tout le monde va s'agresser. Et finalement, ce sont les plus forts, les plus violents, les plus méchants qui vont prendre le pouvoir. Et pour empêcher la guerre de tous contre tous, cette espèce d'anarchie où les plus forts et les plus violents règnent en maître, eh bien, toujours pour Thomas Hobbes, il faut ce fameux Léviathan, cette espèce de monstre qui fait peur et qui va donc faire régner la justice. C'est-à-dire que Thomas Hobbes sous-entend que pour faire régner la justice, pour que l'homme soit un petit peu moins un loup pour l'homme, eh bien, il faut un pouvoir autoritaire, un pouvoir qui fait peur. Néanmoins, on peut apporter des nuances et des limites à ces théories. En effet, il y a un gros problème, c'est que ce pouvoir centralisé qui fait peur et qui applique la justice peut ne pas être juste. En effet, si vous avez vu la série Game of Thrones, vous n'avez pas pu louper les véritables fanatiques qui prennent le pouvoir à un moment dans la série et qui se mettent à arrêter et juger toutes les personnes qu'ils qualifient de dépravées. Mais évidemment, je donne cette référence pour vous faire comprendre l'idée, mais vous n'allez pas citer Game of Thrones dans une copie de philo. Ce qui n'est pas un problème parce que les exemples de personnes qui ont le pouvoir profondément injuste et des lois injustes, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les séries pour en trouver. Typiquement, les lois de Nuremberg, les lois nazies ou encore les lois de ségrégation et d'apartheid sont des parfaits exemples historiques de ce qu'un pouvoir qui se prétend juste peut appliquer d'injuste. Donc c'est un dilemme extrêmement intéressant qui peut fournir votre réflexion sur une copie de philo, puisque d'un côté, on pourrait se dire que pour être juste, il faut appliquer la justice, donc suivre les lois, ce qui est déjà un bon point. Mais attention, les lois peuvent être injustes, donc nous devons être vigilants par rapport à ça. Il y a une autre philosophe incontournable sur le thème de la justice, c'est Hannah Arendt qui a écrit La banalité du mal. On en parle dans notre prépa stratégie pour réussir le bac de philo. Le lien pour vous inscrire est en description de cette vidéo.